Bonjour à tous et bienvenue au cours 7.2. Dans ce cours, nous examinerons les caractéristiques et processus clés de la morphologie fluviale liée aux écoulements et nous examinerons le concept de régime sédimentaire. Les accumulations de sédiments dans le canal de la rivière, ses zones riveraines et ses plaines inondables sont le modèle physique pour la formation de l'habitat. Mais ce n'est pas un modèle fixe. Les rivières changent continuellement de forme en réponse aux processus géologiques, climatiques à long terme, ainsi qu'aux modèles saisonniers et annuels de l'hydrologie et de l'hydraulique fluviale, qui construisent, détruisent, déplacent et reconstruisent à plusieurs reprises les modèles physiques dont dépendent les organismes. Commençons par examiner certaines des relations entre les corridors fluviaux, leur débit et les charges et caractéristiques des sédiments. L'eau courante est une puissante force d'érosion dans le cycle géologique, se combinant avec des formes chimiques et physiques d'érosion pour niveler les montagnes et transformer des sédiments et transporter plutôt des sédiments vers la mer ou les bassins intérieurs. Les corridors fluviaux sont les voies de transport des sédiments et présentent des modèles caractéristiques le long de leur longueur longitudinale. Notez les trois zones principales des corridors fluviaux étiquetées en haut de la figure de droite. L'eau d'amont se trouve dans une zone la plus élevée de la rivière. Les corridors fluviaux d'amont sont caractérisés par des pentes abruptes et un gros lit granuleux. Dans l'eau d'amont, la capacité des écoulements à éroder et transporter les sédiments dépasse généralement le taux d'apport ou de dépôt de sédiments, de sorte que seuls les gros matériaux restent dans le canal de la rivière. Les écoulements sont relativement faibles car les zones d'amont sont dominées par des ruisseaux et les petites rivières. Les corridors fluviaux plus en aval deviennent moins rapides et les canaux et les débits s'élargissent. Les tronçons intermédiaires sont appelés la zone de transfert parce que l'érosion et le dépôt des sédiments sont plus équilibrés et le transport domine. La quantité de sédiments fluviaux ou alluvions stockés dans le corridor fluvial est encore relativement faible dans les zones de transfert, mais commence à augmenter à mesure que la pente de la rivière diminue davantage. Enfin, le corridor fluvial entre la zone de dépôt où la pente est à son minimum et le débit est à son maximum. Il s'agit d'une zone dans laquelle les dépôts dépassent les besoins d'érosion et de grandes quantités d'alluvions s'accumulent. Les zones de delta sont un exemple de zone de dépôt dans les corridors fluviaux. La photo de gauche est un bon exemple d'une rivière dans la zone de transfert. Nous examinerons de plus près les caractéristiques morphologiques des rivières comme celle-ci un peu plus tard dans ce cours. Regardons d'un peu plus près la capacité des rivières à transporter des sédiments. Cette figure montre la relation entre la fréquence et l'ampleur des débits fluviaux et la charge de sédiments transportés. Regardez d'abord les courbes intitulées fréquence de courbe et taux de rejet des sédiments. La courbe de fréquence trace la fréquence des différents débits dans une rivière. Les rejets les plus fréquents sont de faible débit et les débits les plus élevés se produisent de moins en moins fréquemment. La courbe de côte de rejet de sédiments trace la relation entre le rejet de sédiments et le rejet d'eau. Il s'agit d'une relation positive et le débit de sédiments augmente de façon exponentielle avec l'augmentation du débit d'eau. Mais notez que le rejet de sédiments est pratiquement nul à faible débit et qui se produit plus fréquemment. Cela signifie que la plupart des transports de sédiments se produisent uniquement à des niveaux de débit plus élevés et donc rarement. La dernière courbe du graphique présente le produit de l'amplitude de la fréquence des rejets de sédiments.
Le point le plus élevé de cette courbe est appelé débit effectif, qui est le seul débit responsable du transport de plus de sédiments. Des écoulements plus faibles se produisent plus fréquemment, mais transportent moins de sédiments dans l'ensemble, tandis que les débits plus élevés transportent plus de sédiments par unité de temps, mais se produisent moins fréquemment, de sorte qu'ils transportent également moins de sédiments que les rejets efficaces. Tout comme le débit à plein bord en hydraulique, le débit effectif est quantifié pour de nombreuses rivières et utilisé comme norme pour la comparaison entre les rivières. Concentrons-nous maintenant davantage et examinons spécifiquement l'influence de la vitesse d'écoulement sur l'érosion, le dépôt, le transport de différentes granulométries de sédiments. Le graphique montre le diamètre des sédiments sur l'axe X et la vitesse d'écoulement sur l'axe Y. Les deux échelles sont logarithmiques. Notez que la gamme de diamètre des sédiments relatifs à l'argile et au limon et au sable est indiquée en détail, tandis que la gamme de granulométrie plus importante, y compris le gravier, le caillou et les rochers, est indiquée, mais pas les divisions exactes entre elles. La large courbe rouge montre la vitesse requise pour éroder les différents types de grains et la fine ligne bleue montre la vitesse en dessous de laquelle les grains de sédiments seront déposés. L'ensemble des courbes d'érosion et de décantation délimite les zones d'érosion, de transport et de dépôt sur le graphique. Notez que les écoulements à vitesse plus élevée sont nécessaires pour éroder à la fois l'argile et les granulométries plus importantes. Les vitesses élevées nécessaires pour éroder et transporter les gros grains ne sont pas une surprise et sont liées à la masse des grains. Les vitesses élevées requises pour éroder l'argile et le limon peuvent vous surprendre. Cela est dû aux forces de cohésion entre les petits grains. Ce sont des forces électrostatiques qui se perdent dès que les grains sont érodés. À noter qu'une fois que ces grains sont érodés, les flux doivent s'arrêter avant qu'elles ne se déposent. Les grains les plus gros en comparaison n'ont qu'une gamme très étroite de vitesses auxquelles le transport se produit, de sorte que ces grains ne se déplacent que pendant les plus grandes crues et donc seulement pendant de très brèves périodes de temps. Les grains les plus faciles à éroder sont le sable fin et moyen. Les relations étroites entre l'érosion et la vitesse de sédimentation de différentes granulométries expliquent le trait clair des granulométries dans les rivières. Les photos de droite montrent des exemples extrêmes. Les lits de galets et plus audacieux sur la gauche sont les résultats de régimes d'écoulement avec des écoulements réguliers à haute vitesse qui ont chassé les grains fins qui auraient pu être présents en aval. Ce sont des lits caractéristiques des cours d'eau d'amont et des rivières. Le canal de sable en haut à droite est plus typique des lits des rivières dans les cours moyens, ou la zone de transfert que nous avons vue dans la diapositive précédente. Alors que le canal de boue est plus typique des embouchures et des rivières près de la mer. Bien entendu, il est également possible de trouver toutes ces accumulations granulométriques dans un seul canal de rivière en raison des grandes différences de débit qui se produisent dans le canal. Ces lits hétérogènes fournissent également les types d'habitats les plus variables pour les organismes. Les insectes et les salmonidés reproducteurs utiliseront les sections de gravier et de galets, tandis que les végétations riveraines ne se retrouvera que sur les berges sablonneuses des rivières. Au fil du temps, les déséquilibres d'érosion et de dépôt entraîneront l'aggravation ou la dégradation des rivières. Cela se produit à de nombreuses échelles,
allant des bassins entiers sur haut tronçon de rivières individuelles. L'aggravation est un remplissage et une accumulation régulière du canal du fleuve en raison d'excès de dépôt, tandis que la dégradation est une coupe régulière du canal du fleuve en raison de l'excès d'érosion. Par aggravation, nous pouvons aussi penser au comblement. L'équilibre entre ces deux conditions est très bien illustré par l'échelle de dessin animée sur la diapositive. Sur le côté de droite de l'échelle, nous voyons les facteurs de pente et de débit d'eau représentés, qui sont tous deux également liés à la vitesse d'écoulement. Notez que le poids de ce côté de la balance augmentera à mesure que la quantité de débit augmente et que la pente augmente. Sur le côté gauche de l'échelle, nous voyons les facteurs de taille et de charge des sédiments. Le poids de ce côté de la balance augmente à mesure que les sédiments deviennent plus gros et que la charge augmente. Lorsque le poids du côté gauche de la balance dépasse celui du côté droit, la rivière s'aggravera. Lorsque le poids du côté droit de la balance dépasse celui de la gauche, la rivière se dégradera. Mettez la vidéo en pause si nécessaire pour examiner cette échelle de plus près. Les photos montrent un exemple d'une rivière agressive et d'une rivière dégradante. Sachez également que l'altération humaine de ces facteurs peut également provoquer l'aggravation ou la dégradation d'une rivière, modifiant ainsi la nature et la quantité de sédiments et d'habitats associés pour les organismes fluviaux. Je rappelle que par aggravation, nous pouvons dire comblement. Les processus interactifs d'érosion de dépôt et de transport des sédiments produisent une grande variété de formes de relief fluvial répertoriées sur le côté droit de la diapositive. Vous voudrez peut-être prendre un moment et chercher certains d'entre eux sur Google pour vous-même, juste pour avoir une idée de la gamme complète des fonctionnalités possibles dans les rivières naturelles. Beaucoup d'entre eux ont une importance écologique. Pour l'instant, je voudrais me concentrer sur la rivière sinusoïdale dans le graphique et certaines de ses caractéristiques. Remarquez le canal serpentant à travers la plaine inondable. Lors des crues, la rivière se répandra sur ses rives et sur la plaine inondable. Dans ces conditions d'écoulement à haute vitesse, la rivière est susceptible de transporter une charge plus importante et des grains de sédiments de plus grande taille. Lorsque le débit dépasse la rive du fleuve, la vitesse diminue rapidement et les grains plus gros se déposent pour former les digues naturelles, tandis que les grains plus fins sont transportés plus loin dans la plaine inondable avec le flux plus lent. La partie la plus éloignée de la plaine inondable peut accumuler de la boue dans les marécages arrière. Parfois, il peut y avoir des ruptures dans les digues naturelles et des débits de la rivière à haute énergie peuvent se répandre pour former de petits deltas de plaine inondable appelés crevasses. Dans le canal lui-même, l'écoulement est le plus rapide et le plus érosif dans les virages extérieurs, comme vous le voyez sur l'image en bas à gauche. Cela provoque une érosion sur la rive externe, appelée bande de coupe. À l'inverse, l'écoulement est plus lent sur la berge intérieure ou barre de point, ce qui conduit à un dépôt. Combiné, l'érosion de la rive coupée suivie d'un dépôt de la barre de pointe fait que la rivière se déplace lentement à travers la plaine inondable, un peu comme le mouvement d'un serpent lent. Les méandres qui deviennent trop longs seront également coupés par la rivière, formant ce que l'on appelle des arcs-en-ciel sur la plaine inondable. Celles-ci sont caractéristiques communes et écologiques importantes dans une section de la rivière moyenne
au Kenya, que nous avons présenté tout au long du cours. Comme nous l'avons appris, la classification est un élément important de la science fluviale et par association de la science des débits environnementaux, car elle fournit un cadre pour comprendre l'état des rivières dans la forme et la fonction et permet également de comparer les rivières. Un certain nombre de systèmes de classification ont été élaborés pour les rivières allant du niveau de détail ainsi que de l'amplitude à différentes fins. Le système de classification le plus utilisé est peut-être celui de Rosgen. Je ne vais pas en dire beaucoup à ce sujet, car j'ai inclus un lien sur une petite formation sur le système Rosgen dans la section des ressources supplémentaires de cette unité de cours. Pour vous donner une idée du système, j'ai inclus les classes de niveau L sur la diapositive. Les classes de niveau 1 représentent les caractéristiques de rivières résultant du relief et de la morphologie des vallées. Les classes de niveau 2 ne sont pas illustrées, fournissent plus de détails sur la forme du canal et la composition du lit. Les classes de niveau 1 vont de la classe AA à la classe G. Ces classes organisent les rivières le long d'un gradient de pente décroissant. Les classes AA+, A et B sont principalement des cours d'eau d'amont, tandis que les classes C à F incluent les rivières dans les zones de transfert, mais avec des formes de canal différents. Les classes G se réfèrent principalement aux plus petits ravins alimentaires des rivières, les plus grandes dans les zones de bas relief. En particulier, dans la classe C et la classe F, il existe une grande quantité d'informations sur les amplitudes relatives de l'érosion, des dépôts et du transfert sur différentes échelles de temps reflétées dans les désignations de classes. Je vous encourage à consulter le lien pour en savoir plus. La mesure de la charge sédimentaire est similaire à certains égards à la mesure du débit. En fait, le débit est nécessaire pour calculer la charge, qui est le produit du débit par la concentration de sédiments pendant le transport. Vous vous souviendrez de la description des mesures de décharge pour la dernière unité. En même temps que le débit est mesuré, les hydrologues devraient également mesurer prélever des échantillons de sédiments, assécher et à peser pour quantifier les grammes de sédiments par litre d'eau. Lorsque cette valeur est multipliée par le nombre de litres par seconde de débit, la charge de sédiments en grammes par seconde est déterminée. L'échantillonnage précis des sédiments est toutefois difficile, car les concentrations de sédiments varient avec la profondeur de la rivière et également avec la position à travers la rivière. Cela est dû aux relations entre la vitesse d'écoulement et la capacité de transport que j'ai déjà présenté sur la diapositive 4. Un système d'échantillonnage pour faire face à cette variabilité est présenté sur la diapositive. Il se compose d'un récipient de collecte orienté dans le flux de la rivière avec une buse interchangeable qui peut être plus ou moins grande en fonction de la taille et de la vitesse d'écoulement dans la rivière. Ce système d'échantillonnage est descendu d'un bateau ou d'un pont à une vitesse constante sur tout le profil vertical de la rivière. La bouteille se remplit et un débit proportionnel à la vitesse d'écoulement de sorte qu'elle fournit à la fois une valeur intégrée de la profondeur et du débit pour la concentration des sédiments. Cela fournit une valeur précise pour la quantification de la décharge de sédiments en suspension. Les hydrologues et les géomorphologues travaillent également à développer des méthodes fiables pour mesurer les charges de sédiments à l'aide de l'ADCP. Mais nous n'en sommes qu'au premier jour de ces efforts. Cependant, les sédiments ne se déplacent pas seulement en suspension.
Certaines granulométries plus grosses ne se trouvent presque jamais en suspension, mais elles se déplacent en aval le long du fond dans ce qu'on appelle la charge de fond. C'est plus difficile à mesurer, mais des échantillonneurs ont été conçus comme celui que vous voyez sur la photo à gauche et des techniques de pataugeage utilisant des filets sont également utilisées comme vous le voyez sur la figure à droite. Pour terminer ce cours, je voudrais également vous présenter le concept de régime sédimentaire naturel qui a été proposé en 2015 par Hélène Wolff et ses collaborateurs pour élargir le paradigme du régime d'écoulement naturel afin d'inclure la prise en compte du régime sédimentaire naturel des systèmes fluviaux. Mais définir et quantifier un régime sédimentaire naturel est extrêmement difficile par rapport au régime d'écoulement. Une des raisons est que la modification humaine significative des régimes de sédiments fluviaux remonte à plus tôt que la modification des régimes d'écoulement et a également été plus grave. En effet, le changement d'utilisation des terres et d'autres interventions humaines précoces ont eu un impact plus prononcé sur les processus d'érosion et de transport de sédiments que sur le ruissellement de l'eau. Une deuxième raison est le jeu de données comparativement limité disponible. Par exemple, plus de 23 000 stations de dosage aux États-Unis ont des enregistrements de débit et de plus de 10 ans, mais moins de 2000 sites ont des enregistrements de concentration de sédiments en suspension de plus de 10 ans. Seuls 9 sites ont des enregistrements de plus de 50 ans. Les données de l'un d'entre eux, la rivière Momé de l'Ohio, sont présentées sur la diapositive. Les jours de l'année apparaissent sur l'axe X, les années sur l'axe Y et la charge de sédiments sur l'axe Z. L'évaluation des changements régionaux des régimes sédimentaires se limite au delta des grands bassins fluviaux qui, dans la plupart des cas, ont été considérablement modifiés depuis plus d'un siècle. Compte tenu de la rareté des connaissances suffisantes sur les régimes de débit véritablement naturels, Wolff et ses collègues recommandent plutôt que les rivières soient gérées de manière à obtenir un régime sédimentaire équilibré. Ce cadre conceptuel commence par la quantification des bilans sédimentaires, ce qui implique la mesure des apports et extrats de sédiments des sections de rivières. Comme l'indique la figure sur la diapositive, les intrants doivent inclure les sédiments transportés depuis l'amont ainsi que depuis les routes adjacentes, les affluents ou les plaines inondables. Les extrants, quant à eux, doivent également être mesurés dans cette direction longitudinale et latérale. Il recommande d'analyser les entrées et sorties de sédiments en termes d'ampleur, de fréquence et de durée, et de comparer la dynamique de ces charges dans différentes sections de la rivière pour mieux comprendre la dynamique globale et les influences sur la composante des sédiments stockés dans les chenaux, les berges ou les plaines inondables sur différentes périodes. Comme nous l'avons vu tout au long de ce cours, c'est cette composante stockée, avec son volume caractéristique, ses formes de lit, sa distribution granulométrique, qui exerce le contrôle le plus fort sur l'abondance, la distribution et la stabilité des habitats des organismes fluviaux. L'objectif de la gestion de la vie de l'auteur devrait être de rechercher un équilibre qui développe et maintient la forme des chenaux, des canaux et les habitats nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux. Pour atteindre un régime sédimentaire équilibré qui contribue à l'atteinte des objectifs environnementaux, il faut tenir compte simultanément des écoulements d'eau et de sédiments. Les flux de sédiments sont gérés dans le paysage principalement par des mesures de contrôle de l'érosion, étant donné que l'apport excessif de sédiments est la situation la plus répandue. Les exceptions seraient les cours d'eau privés de sédiments en aval des barrages et des réservoirs. Dans ces circonstances, les sédiments doivent être rajoutés aux tronçons appauvris.
soit en chassant les sédiments des réservoirs ou par d'autres moyens. Dans le même temps, les flux d'eau doivent être gérés pour transporter et distribuer les sédiments dans les canaux et les lits de granulométrie appropriés. Les interactions entre les facteurs de contrôle et les facteurs résultants sont illustrés sur la diapositive. Les régimes d'eau et de sédiments entrant influençant le contexte de la vallée, y compris la géométrie de la vallée, le substrat et les caractéristiques de la végétation. Celles-ci influencent ensuite les caractéristiques de l'échelle du tronçon telles que les sections transversales, la forme et le gradient de la rivière. Dans le cadre du paradigme d'écoulement naturel étendu proposé par ces scientifiques, la dynamique de l'eau et des sédiments doit être comprise et gérée comme des éléments étroitement liés. J'espère que cela sera clair pour vous également après ce cours et cette unité. Le message à retenir de ce cours peut être énuméré en 4 points. 1. La morphologie des rivières est le modèle physique des habitats fluviaux et des plaines inondables. 2. Elle varie de manière prévisible du cours supérieur à l'embouchure des rivières en fonction des caractéristiques du bassin et de l'hydraulique, elle-même liée à la géologie et au climat. 3. L'érosion des dépôts et le transport sont les principaux processus contrôlant le changement géomorphologique dans les canaux fluviaux. Et celles-ci peuvent être modifiées de nombreuses manières par les interventions humaines. Et enfin 4. Le régime de sédiments naturels est un effort pour élargir le paradigme d'écoulement naturel pour tenir compte des facteurs d'interaction de l'écoulement et des sédiments. Merci de votre attention.